Bonjour, je suis l'officier Cameron Coronado du service de police de portage. Je porte le badge numéro 4 et travaille de nuit dans notre service. C'est l'officier de police du Wisconsin Cameron Coronado. Mais maintenant, au lieu de protéger la communauté, il est accusé d'un crime si troublant que c'en est presque impensable. Les procureurs affirment qu'il a enfoncé une tétine dans la gorge de son fils de 6 mois avec une telle force que cela a provoqué une hémorragie cérébrale chez le nourrisson. Comment cela a-t-il pu arriver? Nous allons examiner en détail les éléments glaçants exposés dans une plainte pénale, ainsi que les signes avant-coureurs potentiels que les enquêteurs affirment avoir pu être présents auparavant. Nous recueillerons l'avis d'un expert, un commandant de police à la retraite, sur cette affaire. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. C'est une affaire incroyablement troublante venant de Portage, dans le Wisconsin, que nous allons vous présenter. Un policier de 32 ans, Cameron Coronado, est accusé essentiellement de l'impensable. Les procureurs affirment qu'il a enfoncé une tétine dans la gorge de son fils de 6 mois avec une telle force qu'il a lacéré l'arrière de la gorge du nourrisson et provoqué une hémorragie cérébrale. Il était maintenant inculpé de maltraitance d'enfants avec circonstances aggravantes et d'autres infractions connexes. Et plus effrayant encore, sa femme, citée dans la plainte pénale, aurait apparemment déclaré aux enquêteurs que ce n'était pas le premier incident inquiétant. Nous allons maintenant voir ce que cela pourrait signifier pour l'affaire. Mais d'abord, nous devons passer en revue étape par étape ce que les enquêteurs disent s'être passé selon la plainte. Donc, selon cette plainte pénale examinée par les affiliés locaux, WISCWM-TV, et WKBT, cet incident s'est produit tôt le matin du 16 août, vers 3 heures du matin. À l'intérieur de la maison de Coronado, sa femme aurait dit aux enquêteurs que leur bébé était grognon. Alors Coronado a emmené l'enfant dans la cuisine. Quelques instants plus tard, elle a affirmé l'avoir entendu craquer, suivi d'un éclat où il aurait dit ces mots « Oh mon Dieu, tais-toi, bordel !» Juste après cela, elle dit qu'elle a remarqué que les pleurs du bébé ont soudainement changé. Et quand elle s'est précipitée dans la cuisine, elle a dit avoir vu Coronado essuyer du sang de la bouche du nourrisson. Lorsqu'elle a exigé des explications, elle a déclaré à la police que Coronado avait reconnu avoir enfoncé la tétine dans la gorge du bébé, provoquant un saignement qu'il n'arrivait pas à arrêter. Maintenant, de façon choquante, malgré ce que le bébé aurait enduré, sa femme a dit à la police que ce nourrisson de 6 mois avait en fait réussi à se calmer pendant quelques minutes et à s'endormir. Cela n'a pas duré longtemps car il s'est vite réveillé en pleurant de douleur, avait du mal à avaler et refusait de manger. Encore une fois, c'est le récit. Sa mère dit alors avoir insisté pour l'emmener à l'hôpital. Cependant, la femme de Coronado a déclaré aux enquêteurs qu'il avait d'abord refusé d'emmener le bébé à l'hôpital, disant apparemment qu'il savait ce qui allait se passer s'il cherchait de l'aide médicale. Donc malgré son opposition présumée, elle n'a pas écouté. Elle a finalement emmené leur enfant pour recevoir des soins. Et selon la plainte pénale, les médecins ont trouvé une coupure à l'arrière de la gorge du bébé, des couches de peau arrachées par ce qu'ils ont décrit comme, je cite, quelque chose de force, et peut-être le plus inquiétant, un scanner. Il y a eu un scanner qui a révélé une hémorragie au niveau du cerveau du nourrisson. Le personnel médical a même noté qu'il y avait d'autres blessures compatibles avec un traumatisme contondant. C'est une histoire horrible. Il n'y a vraiment pas d'autre façon de l'expliquer. Mais c'est certainement une histoire que nous voulions vous raconter. Les dossiers du tribunal montrent qu'un mandat d'arrêt a été émis contre Coronado le 18 août, incarcéré à la prison du comté de Sceaux pour maltraitance aggravée d'enfants. C'est pour avoir intentionnellement nui à un enfant et pour conduite désordonnée aggravée par violence domestique. Permettez-moi d'analyser la signification de ces accusations selon la loi du Wisconsin. La maltraitance d'enfants, soit causer intentionnellement des blessures, relève d'un article précis de la loi du Wisconsin. C'est un crime de classe H. Pour que les procureurs prouvent cette accusation, ils doivent établir 3 éléments. D'abord, la victime était un enfant de moins de 18 ans. Deuxièmement, l'accusé a causé des dommages corporels, c'est-à-dire douleurs, blessures, maladies ou altérations physiques selon le Wisconsin. Et troisièmement, qu'il l'a fait intentionnellement. La peine pour un crime de classe H, d'après nos recherches, peut aller jusqu'à 6 ans de prison et une amende pouvant atteindre $10 000. Conduite désordonnée avec circonstances aggravantes de violence domestique relève d'un autre article du Code du Wisconsin. C'est un délit mineur de classe B. Et pour prouver cette accusation, l'État doit démontrer que Coronado s'est livré dans ce cas à une conduite violente qui a provoqué un trouble. Cela peut entraîner 90 jours de prison et $1 000 d'amende. Maintenant, aussi troublant que tout cela puisse être, selon la plainte pénale, ce n'était même pas le premier incident préoccupant. J'y reviendrai dans un instant, mais d'abord, j'invite un invité spécial pour m'aider à expliquer.
Je voudrais inviter l'ancien commandant de police et animateur de Profilingville, auteur de Loup déguisé en agneau, Mike King. Mike, je veux dire, le titre de votre livre, ces allégations sont vraies. À quel point est-ce approprié? D'après votre expérience, avez-vous déjà vu un agent des forces de l'ordre être accusé de crime contre ses propres enfants? Jesse, je ne peux pas penser à une affaire que je connaisse qui ressemble à celle-ci, même si cela a parfaitement du sens que cela ait pu arriver quelque part dans la profession. Je veux dire, malheureusement, il arrive que des parents atteignent parfois un point de rupture. Mais c'est un peu inquiétant parce que je me demande à propos des types d'événements répétitifs dont nous entendons parler. Eh bien, si vous enquêtez sur un membre des forces de l'ordre, comment cela complique-t-il l'enquête? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont surtout préoccupé en lisant cela et peu d'informations sont disponibles, même si vous avez bien exposé la situation. Premièrement, c'est lorsque nous voyons les preuves concrètes du degré de blessure de l'enfant et je ne minimise cela en aucune façon. J'ai lu un rapport d'intervention qui mentionnait une couche de peau. Je ne sais pas ce que cela signifie, Jesse, mais au fond de la gorge, je n'imagine pas qu'il y ait beaucoup de couches de peau, ni assez pour qu'il n'ait pas pu arrêter le saignement au départ. Donc, je ne sais pas si les forces de l'ordre ont récupéré les lingettes qui étaient dans la maison lorsqu'ils sont venus et, espérons-le, ont exécuté un mandat de perquisition pour avoir une idée de la quantité de sang que le bébé a perdu, à quel point c'était important. L'idée qu'il ait enfoncé la tétine dans la gorge de l'enfant est vraiment troublante. On voit cette frustration croître avec les commentaires prétendument faits, puis l'acte physique. Mais vous savez, ce qui me trouble vraiment le plus, c'est cette hémorragie cérébrale signalée et comment, diable, enfoncer une tétine dans la gorge pourrait provoquer une hémorragie cérébrale. Oui. Et j'ai un peu des flashbacks, Jesse, d'une affaire d'homicide que j'ai enquêtée où j'ai obtenu des aveux du père. J'ai entendu ce témoignage sur le fait d'avoir serré un autre enfant. Et je peux imaginer cet entretien que j'ai enregistré où le père m'a parlé d'avoir serré l'enfant et il faisait ce geste, ce qui est tellement troublant et tellement frustrant. Puis ce mouvement violent d'avant en arrière. Et je me demande si c'est vraiment ce qui a causé l'hémorragie cérébrale, quelque chose qu'on appelle le contre-coup. J'en ai déjà entendu parler, surtout dans de nombreux cas de maltraitance d'enfants. C'est bien le témoignage de l'épouse, non? La mère dans ce cas. D'un point de vue juridique, le privilège marital complique la question de son témoignage contre son conjoint, mais il semble que beaucoup reposent sur sa déclaration. Qu'en pensez-vous? Et quel est le rôle de son témoignage pour prouver ce qui s'est passé ici? Eh bien, je pense que l'idée de la violence domestique à la maison est vraiment terrifiante parce qu'il y a un aspect émotionnel pour les victimes de violences conjugales, s'il y en a eu, ou même simplement en étant témoins avec leurs enfants. Il y a cette sorte d'environnement étrange dans lequel ces familles se retrouvent, où elles continuent d'espérer que les choses vont s'améliorer. Et elle explique qu'il y a eu des comportements passés qui étaient précurseurs de ce qui s'est produit. Et c'est inquiétant que rien n'ait été fait plus tôt, sachant que cette personne, si tout cela est vrai, devenait de plus en plus nerveuse et de plus en plus instable, surtout en proférant des menaces verbales, puis en finissant par passer à l'acte. Je pense qu'il va falloir avoir une discussion sérieuse sur ce que la mère savait réellement, si elle se sentait capable de parler, si elle était traumatisée d'une manière ou d'une autre, ou si elle pensait simplement que la situation allait s'améliorer. Je me questionne aussi sur la police, Jesse. Eh bien, laissez-moi en parler. Permettez-moi d'en parler, car certains pourraient évoquer un conflit d'intérêts. Un procureur spécial aurait été nommé pour l'affaire. Le chef de la police de Portage, Kit Klavke, a indiqué que le bureau du shérif du comté de Sceaux mène l'enquête, ce qui semble approprié, non? Parce qu'il faut que ce soit le propre service de ce policier qui mène l'enquête sur lui. Je veux dire, peut-être que dans certaines circonstances, on pourrait le faire, mais dans ce cas précis, ils essaient d'éviter toute apparence de conflit d'intérêts ou quoi que ce soit de ce genre. Oui, je pense qu'ils agissent correctement. C'est le protocole. Un service de police local fait généralement appel au shérif du comté.
S'ils estimaient qu'il y avait un conflit, cela pourrait alors être confié à un enquêteur du bureau du procureur du district ou en dernier recours au procureur général. Et bien sûr, cela pourrait encore monter plus haut. Donc je pense qu'ils font ce qu'il faut et cela enlève toute impression de favoritisme dans les décisions qui pourraient être prises. Vous évoquez des signaux d'alerte. Une enquête vise-t-elle ses collègues et proches non collaborateurs? Avez-vous déjà vu cela? Était-il à bout? L'avez-vous vu devenir violent dans des affaires où il a travaillé? Jusqu'où l'enquête peut-elle aller pour vérifier d'éventuels signes avant-coureurs en supposant qu'il ait agi ainsi? Oui, j'espère que les enquêteurs qui s'occupent de cette affaire vont examiner et demander les dossiers du personnel pour voir s'il y avait des problèmes d'usage de la force ou des inquiétudes de la part du service de police indiquant que cet officier atteignait un point d'ébullition ou le dépassait. Et ce sont toujours des préoccupations car les policiers sont confrontés à des situations vraiment difficiles chaque jour. Et il doit y avoir de meilleurs mécanismes en place pour évaluer. Et cela revient généralement au superviseur local, au sergent de patrouille ou à la personne à qui ils rendent compte de dire « Hey, je pense qu'on a un problème qui se développe ici ». Certaines agences sont même allées jusqu'à mettre en place des mesures de sécurité où elles disent « Hey, s'il y a 2 incidents d'usage de la force dans un certain laps de temps, nous allons faire passer cette personne par un suivi psychologique ou quelque chose comme ça. » Et encore une fois, bon sang, à 3 heures du matin, ce n'est pas que ce type travaille de nuit et que cela se passe en pleine journée. Nous avons tous été parents d'enfants difficiles, donc c'est troublant. Maintenant, comme je l'ai mentionné précédemment, cette plainte pénale décrit autre chose. Elle décrit d'autres incidents troublants présumés que l'épouse de Coronado a signalés à la police, et ils sont profondément inquiétants. Donc, selon la plainte, elle aurait apparemment dit aux enquêteurs que Coronado avait, je cite, « une faible tolérance à la frustration avec les enfants ». Elle a dit qu'il avait une fois serré sa fillette trop fort et avait même donné un coup de poing dans un mur. Mais peut-être que le détail le plus glaçant vient d'un incident qu'elle décrit le 19 juillet. Coronado serait devenu tellement furieux parce que les enfants ne voulaient pas se calmer pour aller se coucher. Et elle se souvient d'une menace terrifiante qu'il aurait proférée en disant « Je vais tuer ces putains de gamins si leur bébé n'arrête pas de pleurer ». Mike, qu'en penses-tu? Comment perçoit-on ici la menace « Je vais tuer ces enfants » ? Je veux dire, je ne sais pas comment tu peux prouver ça, à part, je ne sais pas, en parlant à la femme, peut-être aux enfants, je ne sais pas. Comment cela impacte-t-il la démarche des enquêteurs dans cette affaire? Oui, c'est vraiment inquiétant parce que c'est en quelque sorte un facteur de stress déclencheur ou un événement qui te fait vraiment t'inquiéter, non seulement à propos du fait de traverser cette phase de discussion et de fantasme, mais aussi du fait de finalement passer à l'acte ou de le dire tellement de fois que passer à l'acte finit par avoir du sens pour quelqu'un. Je pense que s'il a tenu ses propos à la maison, il les a sans doute répétés à d'autres policiers ou personnes. Et tout cela pourrait vraiment revenir dans cette affaire pour montrer que ce n'était pas simplement un craquage accidentel et momentané ou quelque chose a mal tourné. Encore une fois, c'est tellement difficile. Ils vont vraiment devoir comprendre les facteurs de stress qui existaient dans la relation, dans la famille, dans son travail, mais rien de tout cela ne justifie la violence. Et un autre aspect dans cette affaire qui la rend encore plus choquante, c'est que Coronado avait été présenté publiquement quelques mois plus tôt dans une vidéo de présentation d'officier publiée sur la page Facebook de la police de Portage. Et dans cette vidéo, il s'est présenté à la communauté, il a parlé de son rôle en tant qu'officier de formation, il a aussi partagé son expérience en justice pénale et services médicaux d'urgence. Bonjour, je suis l'officier Cameron Coronado du service de police de la ville de Portage. Mon numéro de badge est le 4 et je suis actuellement un officier de nuit pour notre service. Vous ne me voyez probablement pas très souvent. Je fais partie du service depuis environ 3 ans et je suis également l'un des officiers de formation pour la ville. Avant ma carrière dans les forces de l'ordre, j'ai fréquenté l'université de Washington, Barbuzo County, où j'ai obtenu un diplôme d'associé en éducation générale. J'ai ensuite fréquenté l'université de Washington Whitewater, où j'ai obtenu une licence en sociologie avec une spécialisation en justice pénale. J'ai aussi suivi l'académie de police via le Western Technical College à Sparta, Wisconsin. Et je suis également ambulancier diplômé dans l'État du Wisconsin, et ce, depuis environ 4 ans. En venant en ville, je ne suis pas vraiment d'ici. Je viens en fait du comté de Juneau. Je suis venu ici parce que ma femme travaillait déjà en ville comme assistante sociale. Mais avec le temps, j'ai fini par apprécier de plus en plus la communauté. Tout le monde a été très accueillant et j'ai acquis beaucoup d'expérience ici en ville.
Alors merci beaucoup pour votre temps et prenez soin de vous. Mike, ce ne sont que des allégations. Il est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais de ton point de vue, comment cela affecte-t-il la communauté lorsqu'un officier a été exposé publiquement et qu'il n'est maintenant pas accusé simplement d'un excès de vitesse? Il est accusé d'un crime grave de maltraitance d'enfants. Comment cela affecte-t-il la communauté? Eh bien, je pense que les communautés à travers tout le pays sont déjà préoccupées par les forces de l'ordre. Ces 10 dernières années ont vu une montée en puissance de réelles allégations. Vous savez, cela revient aussi à examiner le processus d'embauche et à voir quel type de tests sont effectués lors de ce processus. Des évaluations de santé mentale ont-elles lieu pendant le processus et quels facteurs de stress sont présents au travail? C'est vraiment un problème difficile pour les bons policiers quand quelqu'un fait ce genre de choses. Parce que 99% d'entre eux, et certains pourraient discuter ce chiffre, mais je dirais que 99,9% des policiers font leur travail et le font correctement. Mais alors, quand des affaires comme celle-ci se produisent ou d'autres cas dont nous avons entendu parler récemment dans les actualités où l'éthique des forces de l'ordre est vraiment remise en question, cela devient vraiment difficile pour toute la profession et pour le public qui a besoin de faire confiance à la personne qui se présente en espérant qu'elle soit intègre et animée de bonnes intentions. Faut-il une enquête interne? La police des polices s'en charge-t-elle et examine-t-elle son embauche et son dossier? Je veux dire, vous savez, on le répète souvent dans les affaires impliquant des éducateurs, des enseignants accusés de maltraiter des enfants. Pourquoi et comment ont-ils été embauchés? Avec le recul, il reste difficile de prévoir le comportement des gens. Les choses peuvent changer, mais faut-il vraiment examiner cela ou ouvrir une enquête interne? Vous savez, dans beaucoup de départements, cela se produira naturellement parce que le département veut savoir comment il peut éviter cela à l'avenir. Certains départements peuvent choisir de ne pas faire l'autruche et espérer que le problème finira par disparaître. L'enquête, espérons-le, examinera certains de ces aspects. Mais pour moi, Jesse, le problème est bien plus large que cela. Nous constatons une baisse des effectifs des forces de l'ordre dans tout le pays. C'est en partie dû à l'examen minutieux des forces de l'ordre et au manque de soutien de leurs administrations. Même si cela ne concerne pas directement cette affaire, je profite juste de l'occasion ici. Et cela veut dire que les normes des forces de l'ordre baissent tragiquement à travers le pays parce que les services de police ont de plus en plus de mal à recruter des personnes crédibles pour ce métier. Et cela m'effraie vraiment parce que si cela arrive avec ce qui aurait dû être il y a 10 ans, l'élite du métier. Alors, qu'est-ce qui va se passer si nous continuons à baisser les standards? C'est une préoccupation légitime. Je comprends tout à fait. Voyez-vous une possibilité où il resterait, d'une manière ou d'une autre, dans les forces de l'ordre? S'il est condamné ou plaide coupable, je ne vois pas comment cela pourrait arriver. Mais si les charges sont abandonnées pour une raison quelconque ou s'il est déclaré non coupable, d'après votre expérience, les agents qui sont accusés d'un crime et dont les charges sont abandonnées ou qui sont acquittés, peuvent-ils réintégrer la police? Oui, je veux dire, on voit des policiers qui sont accusés puis acquittés revenir à leur poste. Ils devraient franchement pouvoir reprendre leur poste. C'est une situation intéressante car s'il a suggéré que cela s'est produit ou dit, je sais ce qui va se passer si on va à l'hôpital. Si l'une de ces choses est jugée crédible, il est probable qu'il sera condamné. Cela devrait résoudre le problème car il ne doit pas être dans les forces de l'ordre s'il est condamné pour un crime. Certaines agences peuvent suggérer que certains délits mineurs sont acceptables. Personnellement, je n'en connais aucune qui fasse cela. Les infractions, ce sont des types de problèmes complètement différents. Savez-vous ce qui complique sa défense dans ce genre d'affaires? Quand il s'agit de jeunes enfants, vous pourriez dire « J'ai vu des avocats de la défense dire ça, oh, ces blessures sur l'enfant, il courait sur le terrain de jeu. Ils sont tombés, ils ont des bosses et des blessures. Vous savez, ils se font des bleus. Un bébé de 6 mois, c'est totalement différent, tellement vulnérable. Dire que ces blessures viennent d'autre chose ou de quelqu'un d'autre pourrait lui poser problème, non? Oh, absolument. Et en réalité, j'espère qu'ils examinent l'enfant de plus près. S'il existe le moindre indice que la sœur de cet enfant a été serrée, il est possible que cet enfant le soit aussi. Et il y aurait des fractures des côtes ou au moins des côtes disjointes là où le cartilage est déchiré.
Ce contre-coup n'est créé que par une secousse violente où le cerveau bascule réellement d'avant en arrière à l'intérieur du crâne de cet enfant. Et donc, si cette blessure a été causée par un contre-coup, c'est un type d'agression complètement différent que de simplement appuyer sur quelque chose. J'ai vraiment du mal à comprendre comment enfoncer une tétine dans la gorge pourrait provoquer des lésions au cerveau, à moins que ce soit fait avec une telle violence que cela provoque cette petite réaction de contre-coup où le cerveau se détache de la membrane. C'est dégoûtant d'y penser, c'est horrifiant d'y penser. Et vous savez, cette preuve apparente de saignement est aussi assez difficile à imaginer. Eh bien, et je pourrais dire, Jesse, ceci n'est que le début parce que s'il y a eu des hémorragies cérébrales, nous ne savons pas si cela a causé un traumatisme à l'enfant qui pourrait entraîner des problèmes à long terme pour cet enfant aussi. Donc, ce n'est que le début. Et si c'est un enfant de 6 mois et ils ne peuvent vraiment pas l'observer et comprendre ses réactions cognitives ou physiques. D'après les dossiers du tribunal, Coronado a comparu pour la première fois devant le tribunal le 20 août par vidéoconférence depuis la prison du comté de São. Un procureur spécial a été nommé et le juge a fixé sa caution à 10 000 $ avec des conditions strictes. Il n'est pas surprenant qu'il lui soit interdit de contacter sa femme ou ses enfants, sauf via un tiers chargé de récupérer ses affaires au domicile familial. Il doit retourner au tribunal le 3 septembre pour une audience préliminaire visant à déterminer s'il y a assez de preuves pour poursuivre. Et il est actuellement suspendu du service de police de Portage en attendant l'issue de cette affaire. Maintenant, très rapidement, Mike, les conséquences de sa suspension pourraient-elles compromettre des affaires ou des enquêtes auxquelles il a participé et qui avancent maintenant vers des poursuites? Absolument. Je veux dire, tu n'aimerais pas être le procureur sur toutes ces affaires, ce que tu dois maintenant soit abandonner, soit essayer de poursuivre pendant que tout ça s'éclaircit. Cela aura sans doute un impact sur d'autres affaires. Franchement, selon la situation, cela pourrait influencer ses futurs témoignages, surtout en cas de violence domestique ou de maltraitance d'enfants. Bon point. Merci Mike King d'être venu, ravi de vous voir. Ravi de vous voir, Jesse. Merci. C'est tout pour maintenant sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. Comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou où vous écoutez vos podcasts. Je suis Jesse Weber. Je vous parlerai la prochaine fois.